mes clients, je les considère comme mes membres de la famille. Tu rentres à la clinique, Olivier, tu as encore tes jambes, tu sors de la clinique, tu es sur un fauteuil roulant. Forcément, tu as des idées sombres qui passent dans ta tête. Ils rentrent dans mon cabinet, ils sont dans le brouillard, ils sortent, ils sont éclairés, ils sont dans la lumière. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ils font l'actu. Je suis ravi de vous retrouver en plateau pour cette nouvelle édition. Et aujourd'hui, je vais commencer l'émission en vous rappelant une petite histoire, vous l'avez tous et toutes en tête. Ça se passe en 1992 aux États-Unis et Stella Lillbeck se prend un petit café, comme tous les jours, au McDrive chez McDonald's. Bref, elle renverse son café, brûlé au 3e degré. Alors elle demande, comme ça symboliquement, au McDo 20 000 € pour ces dommages. McDo refuse, une guerre d'avocats s'ouvre, une guerre et un procès historique. Bilan des courses, 2,7 millions de dollars de condamnation pour McDonald's. Pour vous rappeler, aujourd'hui, en 2023, les assurances de dommages versent 53,3 millions d'euros de prestations en France. Il y a 236 000, a priori, accidents qui se sont passés, dont 16 000 grièvement. Aujourd'hui, on en parle. Et celui qui en parle avec nous, c'est William Tayeb. William est avocat. Bonjour William. Bonjour Olivier. Bienvenue à la maison. Alors, vous êtes avocat, mais tu fais pas mal de dommages comme ça. Avant de parler de ça, juste pour comprendre quel homme tu es. Alors écoute, je vais te répondre facilement, fraîchement. Ouais. Un homme ultra simple. Ok. Voilà, un homme ultra simple, mais qui est quand même dédié à l'indemnisation des dommages corporels de mes victimes. Ouais. Des passions ? Sport, musique, littérature. Alors, des passions, oui. La littérature, pas vraiment. La lecture, oui, dans le cadre de mon métier. Oui. Je lis pas vraiment à côté, je vais pas te mentir. Mais du sport, oui. Du sport, pas mal pour évacuer mon métier. Ouais. Tu la connaissais, cette histoire de McDo, là ? Alors, je la connaissais. Je l'ai appris pendant mes études. Ouais. C'est un cas d'école. C'est un cas d'école, mais il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, c'est un peu différent, notamment sur les indemnisations des dommages des victimes. Donc là, c'est vrai que... Là, on a tapé fort. C'était, si on devait expliquer ton métier, alors avocat, on l'a tous. D'ailleurs, je crois que c'est le métier préféré des mamans. Tu sais, quand on est jeune, mon fils, il fera avocat. Ou médecin. Ou médecin, ça, c'est les professions préférées. Si tu devais expliquer ton métier précisément, dans le cadre des dommages, j'entends, à un enfant de 10 ans, comment tu lui expliquerais ? Je vais lui expliquer simplement. Voilà. Moi, je suis avocat de victimes. C'est-à-dire que mon job, tous les jours, au quotidien, c'est de faire en sorte que des victimes qui ont eu un accident, d'accord, ou une responsabilité médicale, ou une agression, bref, on va parler simple, accident de la circulation, d'accord. Je ne peux pas les remettre dans l'état dans lequel elles étaient avant l'accident. Ouais. Je ne suis pas le bon Dieu, toi non plus, mais ce qui est important, c'est de préparer la suite et de pouvoir indemniser les victimes qu'elles ont subies, parce que souvent, dans des cas un peu importants, du coup, ça change une vie. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. On le disait tout à l'heure en entrant, tu côtoies quand même quelque part la détresse des gens. Je côtoie tous les jours la détresse des gens. Comment tu fais pour t'échapper un peu de ça ? C'est-à-dire que tu dois coller à cette détresse pour parler clair avec tes clients, mais comment tu fais pour t'en échapper ? C'est des professions qui sont extrêmement difficiles, psychologiquement j'entends. Complètement. Alors, il y a un volet simple, je ne vais pas te le cacher, c'est la famille déjà. Ouais. Voilà, donc la famille, ma femme, mes enfants. Socle, la base, qui me permet un peu de sortir de tout ça. C'est-à-dire que quand je rentre à la maison, généralement, j'ai l'habitude de mettre un peu tout ça de côté. Mais tu le sais comme moi, quand on est avocat, quand on ferme la porte de son cabinet, ça ne s'arrête pas. Non. Ça ne s'arrête pas. Là, je suis en entretien avec toi, je dois avoir peut-être 50 appels en absence, mais c'est comme ça. C'est notre vie. On est avocat, pas par métier, mais on est avocat tout le temps, H24. Donc, comment je fais ? Il y a un peu de sport, il y a un peu tout ça, on s'évade un peu. Qu'est-ce que ce sont des professions qui, quelque part, font rêver ? J'entends un rêve imaginaire, mais on y pense tous, c'est ça. Qu'est-ce que tes amis, tes potes, tes proches, ils pensent de ton métier quand ils t'en parlent ? Est-ce qu'ils le subliment ? Est-ce qu'ils le fantasment ? Alors, ils le subliment, oui, parce que tu as toujours la sacralisation du métier d'avocat, la robe, etc. Je suis d'accord avec toi. Mais ils savent aussi, parce qu'ils me voient travailler, la difficulté, le temps passé, les sacrifices aussi de côté, parce que tu es obligé aussi de mettre en œuvre ton agenda, parce que tu as des audiences, parce que tu as des expertises importantes, etc., etc. Et tu es obligé de faire en sorte d'adapter ton métier à ta vie. Et ça, c'est compliqué. C'est un des métiers où on bosse le plus en amont. C'est-à-dire qu'un dossier, c'est beaucoup de travail. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit, c'est l'avocat qui plaide. Mais avant ça, Avant ça, il y a beaucoup de travail.
Il y a énormément de travail. Tout dépend des dossiers, hein, je ne vais pas te le cacher. Mais généralement, sur les dossiers un peu importants, il y a beaucoup de travail en amont, il y a beaucoup de réunions avec les victimes. Ouais. Il y a des déplacements aussi, parce que je vais voir les victimes, moi, en centre de rééducation, à l'hôpital, chez eux, parce qu'il y a des victimes qui ne peuvent pas se déplacer au cabinet. Ah oui. Et on a des dossiers dans toute la France. Et voilà, aujourd'hui, je suis à Paris chez toi, mais j'ai prévu d'aller voir quelques victimes et des personnes. On a fixé ces rendez-vous-là. Après, ça crée des liens ou pas? Ça crée des liens. Au-delà du rapport avocat-client, ça crée des liens. Ça crée des liens, on en parlera peut-être après, toi Ouais. et moi, mais ça crée vraiment des liens parce que moi, j'ai un lien très spécial avec mes clients. Je les considère comme mes membres de la famille. Ouais, c'est ça. Et je considère que je pars en mission, moi, pour eux. Et voilà, j'ai un dossier au cabinet, on ouvre un dossier, peu importe le dossier. Il est petit, il est gros, il est Ça moyen. devient ton importance numéro 1. C'est important pour moi et j'ai une mission, c'est de le terminer et de le terminer au mieux dans les intérêts de la victime pour que sa vie change, effectivement. Alors, pardonne-moi, je vais me faire un peu l'idiot du village, mais on entend souvent parler d'indemnisation, qui est la finalité des choses. Bien sûr. Comment ça marche concrètement, l'indemnisation aux victimes? C'est-à-dire que qui fait le chèque, comment ça paye, combien de temps après, qu'est-ce qui se passe? Alors, compliqué de répondre à ta question parce que moi, j'interviens dans plusieurs domaines. Ok, Donc, en fait, on n'est pas sur les mêmes problématiques par domaine. d'accord. Mais si on prend que le cas des accidents de la circulation, généralement, dans 9 cas sur 10, c'est les compagnies d'assurance qui C'est paient. les assurances qui payent. Effectivement, oui. Ouais. Ok. Puisqu'on parle d'assurance, on va réouvrir ce volet-là. Je vais toucher du bois, mais quelqu'un qu'on connaît a un accident de la route. C'est la majorité des cas d'accident de la route, quelque part. Oui. Vers qui on doit se tourner en premier? Est-ce que c'est vers le médecin? Est-ce que c'est vers l'assureur? Est-ce que c'est vers l'avocat? Ouais. Préconise quoi, toi? Moi, je vais te faire deux réponses. Je vais te faire la réponse de l'accident qui n'est pas très, très grave. D'accord. Où les dommages corporels sont là, mais ils ne sont pas non plus importants à tel point qu'il faut aller consulter immédiatement le médecin. Ouais. Donc là, le client, il appelle son avocat. Ouais. Et il demande des conseils. Et tu as l'accident qui est là un peu plus grave. Tu es piéton sur un passage piéton, tu te fais renverser, tu fais 20 mètres et tu t'écrases sur le bitume. Et là, la première des solutions, c'est d'appeler les pompiers. Ouais. Donc là, oui, tu as un suivi médical. Et quand tu sors un peu la tête de l'eau, c'est là où tu appelles ton avocat. Est-ce que, je vais te poser une question encore une fois bête, mais est-ce que les... Question bête, hein. Non, mais les assureurs ont les mêmes intérêts que leurs clients? Enfin, une réponse bateau. La réponse est non. Effectivement, non. Les assureurs, ils sont là pour garantir l'indemnisation. On est d'accord. D'ailleurs, il est important de rassurer. Un truc, t'es fragile comme lien parce que... C'est extrêmement fragile. C'est extrêmement fragile parce qu'on ne va pas se le cacher, les assureurs, leur rôle, c'est pas de faire du social. Ouais. Voilà. Les assureurs, leur rôle, c'est de faire du profit. Et par conséquent, elles doivent la réparation parce qu'il y a une responsabilité qui est mise en jeu. Mais si elles peuvent s'en sortir à bon compte, elles le feront. Elles le feront au-delà. Effectivement, bien sûr. Est-ce que, selon toi, tu dirais que les Français connaissent leurs droits? Est-ce que ça, on sait faire ce truc-là en France? Nous, les Américains, on sait qu'ils connaissent de mieux en mieux. En tout cas, être équipé d'un conseil, ça n'a rien d'anormal aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. Nous, c'est un peu plus nébuleux, ça. Hein. Alors, tu fais très bien de me poser la question parce que, allez, je dois avoir en statistique peut-être un client sur 3, un client sur 2 qui me dit « Maître, moi, j'ai jamais fait appel à un avocat. Ah oui, voilà. Donc, en fait, je ne sais pas ce qui se passe. » Oui. Voilà. Donc, nous, notre job, c'est vraiment de les informer au mieux. Et après notre entretien téléphonique ou notre rendez-vous en cabinet, ils rentrent dans mon cabinet, ils sont dans le brouillard. Ils sortent, ils sont éclairés, ils sont dans la lumière. Voilà. Donc, moi, mon job, c'est vraiment de mettre de côté tout c'est d'ailleurs ce qu'on peut conseiller aux gens. On aime bien être pratico-pratique dans cette émission, mais peut-être, c'est un peu comme, tu sais, le débat avec les psys. C'est que, en fait, c'est plus un sujet, bien sûr, mais on n'y va pas quand même. Bien sûr. Les avocats, c'est pas un sujet, mais en fait, on a du mal à avoir son conseil. Ou alors, le chef d'entreprise va avoir son conseil pour l'entreprise, mais c'est rare d'avoir son conseil à soi. Peut-être c'est le premier conseil qu'on peut demander, ouvrez-vous à ça. Alors, ouvrez-vous à ça, mais pour ça, il faut que les personnes soient aussi en tête de s'ouvrir à ça, parce que nous, on souffre d'un problème un peu important, c'est que nous, tu sais, moi, je ne suis pas un magasin de téléphone ou autre, tu viens, tu achètes ton téléphone et tu repars avec quelque chose de matériel. Notre profession, elle est intellectuelle, c'est-à-dire que moi, je n'ai rien à vendre, je n'ai rien à vendre de physique. Donc, c'est compliqué pour une personne d'aller dire, moi, je vais payer un avocat pour avoir un conseil, je vais payer un avocat pour... finaliser un dossier. Au-delà de l'aspect brillant de l'avocat, je te rejoins pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est presque une fierté de dire moi, je suis défendu par maître truc. Pas forcément. Hein. Ah ouais, tu crois? Pas forcément. Voilà, pas forcément, parce que moi, ce qui est important, et ça, j'ai appris ça d'un ancien associé avec qui j'étais, le plus important, c'est pas le savoir-faire. C'est le faire savoir. C'est le faire savoir. Voilà. Comme dans beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu rencontres le plus fréquemment dans ton cabinet, toi? Tu parles de cas? Ouais. Je peux rencontrer des personnes qui se font taper à l'arrière, tu sais, tu es au feu rouge, la personne derrière toi, elle est au téléphone.
Oh, elle accélère et elle te tape à l'arrière. Ah, Ça, c'est la majorité des cas. d'accord. Dommage corporel, il n'est pas exceptionnel. Mais tu D'accord. peux avoir aussi des cas importants, des personnes qui traversent et voilà, tu fais pas attention et Boum. l'accident arrive. Et là, c'est comme si tu étais en moto, il n'y a pas de protection. Et les dommages, ils sont parfois irréversibles, irréversibles. Ouais. On parle beaucoup dans ton métier d'expertise médicale. Bien sûr. Toi, tu attaches beaucoup d'importance à ça. Énormément. D'ailleurs, avant de venir sur ton plateau, j'étais en expertise ce matin pour 2 clients. Alors, explique-moi comment ça marche alors. Alors, c'est très simple. L'expertise médicale, moi, je ne suis pas expert. Ouais. L'expert, c'est un médecin. Mmh. Moi, mon rôle, c'est de faire désigner le médecin. Ok. Parce que le médecin, lui, il va déterminer quelles sont les conséquences médico-légales, en 2 mots, je te la fais courte, Mmh. c'est-à-dire quelles sont les répercussions physiques et psychologiques à 1 an et Il demi va y d'accident avoir pour cet homme-là. qu'il va y avoir par Donc, rapport à sa l'accident, vie va changer. imputable à l'accident. Voilà. L'expert, lui, il n'est pas là pour déterminer les circonstances de l'accident. Il est là pour déterminer ce qu'il se passe sur le plan médical. Mmh. Il va rendre un rapport, Ouais. et avec ce rapport, c'est nous qui le chiffrons. Donc en fait, tout ça, tu as bien compris que c'est déjà préparé en amont. Mmh. C'est-à-dire que le suivi médical doit être cohérent, nécessaire. Mmh. On arrive en expertise 1 an et demi après les faits, d'accord? Ah, c'est 1 an et demi après. Et oui, parce qu'il y a de plus en plus d'accidents et de moins en moins d'experts. Donc forcément, les délais s'allongent. Mais c'est pas grave, Olivier. Ah ouais. C'est pas très grave, parce que tout ce temps-là, il est mis à profit de la victime pour qu'il puisse se soigner, se rééduquer, D'accord, etc., etc. Ok. Et tu sais que les rendez-vous chez les chirurgiens, notamment ortho, c'est long. Mmh. Si tu tapes la tête, bah forcément, tu vas aller voir un neuro, parce que tu perds un peu la mémoire, parce que tu as oublié ton code de carte bleue, parce que Ah ouais. tu as des préjudices que tu n'avais pas avant l'accident. Et donc tout ça, c'est des rendez-vous qui sont assez longs. Donc ce temps-là, il est mis à profit quand même pour la victime. Et je ne vais pas te le cacher, hein, même si on a une expertise rapidement, rien ne nous empêche de faire une seconde expertise. Absolument. C'est contradictoire. Alors ça peut être contradictoire, D'accord. ça peut être aussi unilatéral. La différence entre les deux, c'est que le contradictoire, tu fais intervenir, nous avocats, on fait intervenir un médecin qu'on appelle un médecin recours victime, D'accord. qui va s'occuper de la victime et qui va l'accompagner à l'expertise. Ouais. Donc tu vas avoir l'expert, le médecin de recours victime et la victime, souvent l'avocat également. Ouais. Ça rassure les clients. Bien sûr. Et c'est bien aussi pour nous. Hein. T'es le fil rouge, toi. On est un peu le fil rouge. Ouais. Voilà. On est un peu le fil rouge et tu peux avoir des expertises unilatérales où la victime va seule chez l'expert. Moi, je ne le fais jamais en cabinet. Je considère que le client, du moment où il met les pieds dans mon cabinet jusqu'à que le dossier soit terminé, il est accompagné de A à Z par moi et par les professionnels qui m'entourent. Toi, tu me disais quand on s'est appelé pour préparer cette émission, Ouais. tu as toujours recours à un médecin. Tu fais toujours. Systématiquement. Systématiquement parce que la victime, elle met un pied dans un domaine qu'elle ne connaît pas. Ouais. Et le problème, et j'en reviens à ta question initiale, Mmh. le déséquilibre entre les assureurs et les victimes, c'est que l'assureur, souvent, il est désigné par la compagnie d'assurance. Donc en fait, il fait un peu ce qu'il veut avec toi. Il fait un peu ce qu'il veut. Ouais. Voilà. Et ça, c'est le problème. Donc le médecin recours, il est là pour accompagner la victime, mais il est là aussi pour établir Aussi l'équilibre. protéger ses intérêts humains. Les intérêts de la victime, bien Ça. entendu. Bien sûr, bien entendu. Est-ce que, alors bien sûr, sans trahir le secret professionnel, Ouais. est-ce que tu peux nous relater, Mhm. pour qu'on comprenne bien ton métier, Mhm. une histoire Oui. que tu as en tête, dans laquelle, par exemple, tu as vraiment contribué à modifier la vie de quelqu'un après son accident? C'est très simple. On est en 2020. J'ai un client qui se fait opérer du canal lombaire. Ouais. D'accord, hein, on a tous un rachis lombaire. Ouais. Et il rentre, il marche, il boite, mais il marche. Il a 55 ans. Il se fait opérer. Et ben, ce qui devait arriva, ça foire. Voilà. Ça foire, c'est-à-dire que le geste n'est pas bon, n'est pas adéquat. Et derrière, eh bien, il perd l'usage de ses 2 jambes. Ce client, il est dans une situation un peu précaire. C'est-à-dire que là, on est à Il était en situation précaire il avant était ça. exactement. Ok. Financière précaire, etc. Il vit en HLM, donc il n'a pas de logement adapté, il n'a pas tout ça, d'accord, à disposition. Et nous, notre job, c'est de lui faire intervenir en fait les meilleurs experts de France, D'accord. d'accord, qui vont permettre de pouvoir l'accompagner. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a parlé du médecin recours, je parle d'un architecte recours, je parle d'un médecin ergothérapeute qui va permettre de pouvoir déterminer quels sont les aménagements dont il a besoin dans sa maison. Et puisqu'il est locataire d'un HLM, en fait, d'un logement social, eh bien, le propriétaire, sur le bailleur social, ne peut pas aménager son logement. Bien sûr. Donc ça, il faut l'indemniser à terme. C'est-à-dire que dans le cadre des discussions avec la compagnie, tout ça, il faut l'indemniser. C'est-à-dire que je lui ai fait acheter son appartement. C'est-à-dire qu'il est devenu propriétaire, l'appartement On aménagé. est d'accord que s'il ne te rencontre pas, ou s'il ne rencontre pas un de tes confrères de ton calibre qui va l'aider dedans, ce gars-là, il a les yeux pour pleurer. Je vais être franc avec toi, ce client-là, il avait déjà un conseil. Alors moi, je ne suis pas réputé pour cracher sur mes confrères, loin de là, très très loin de là. Chacun doit faire ce qu'il veut, mais je considère que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Moi, il y a plein de domaines dans le droit où je ne sais pas. Voilà. Donc moi, je réoriente, je ne traite pas les dossiers dont je n'ai aucune connaissance. Spécialisé, ouais. Il avait déjà un conseil.
il avait déjà un conseil, et quand il vient me voir, il est quasiment à la fin du dossier. Moi, je dis, monsieur, acceptez cette offre, il n'y a pas de difficulté, mais acceptez-la, et vous ne pouvez plus revenir en arrière. Ah, tu peux pas revenir quand tu as accepté un truc? Non. Ah oui. Tu peux l'annuler, tu as un délai de 15 jours pour l'annuler, d'accord? D'accord. Et donc revenir en arrière, mais derrière, Ouais, faut donc pas se laisser. ce gars-là, si on reste sur ce gars-là, Ouais. ça veut dire que tu n'es pas là, Hmm. il reste finalement dans son HLM, tu n'es pas en galérant comme ça. Il aurait été indemnisé. Ouais, 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 Pas à la hauteur, je ne vais pas te donner les chiffres, Oui, oui, non, mais mais c'est pas à la pas- hauteur parce qu'on a fait grosso modo x4 sur l'indemnisation initiale, d'accord? En reprenant le dossier. De sa vie, quoi. Et surtout l'équipement de sa vie, je l'ai fait devenir propriétaire à 55 ans, et ça, il n'avait jamais imaginé, même dans son... Bah, tu m'étonnes parce qu'en lointain quand tu sors souvenir. de ça, tu as le moral déjà très Voilà. battu. Et je vais même donner... T'es pas dans la win, quoi. Donc t'as pas le projet non. d'acheter, tout ça. Ah non, il était même m'étonnes. plus que dans le down, parce qu'il a fait quelques tentatives de suicide, oui. Ah oui, À la suite de ça, c'est normal. Tu donc, rentres on voit à l'hôpital, l'intérêt et l'importance que tu as dans ce tu rentres à la clinique, Olivier, tu as encore tes jambes, tu sors de la clinique, non, mais c'est- tu es sur un fauteuil roulant. Forcément, tu as des idées sombres qui passent dans ta tête, oui. Eh ben, on le salue, ce monsieur-là. On le salue. Ton cabinet, il est à taille humaine, Oui, mais c'est ce que tu veux, toi. exactement. Tu veux pas que ça grossisse trop. Non. Pourquoi? Non, parce que j'aime bien Quand rester on a proche. avant qu'on le tient, on se dit, mais en fait, Ouais. ce gars doit avoir un super gros cabinet. Ouais, complètement. Non, parce que j'ai besoin de rester proche de mes clients. Ok. J'ai besoin de rester proche de mes clients, j'ai besoin qu'ils se sentent dans une ambiance familiale. Tu penses que tu pourrais Cabinet. moins être proche si tu avais beaucoup trop de clients, tu pourrais pas t'investir autant? C'est normal. Ouais, c'est normal. C'est normal parce que je me dirais, je délaisse un peu certains dossiers, etc. Mais les clients, ils me veulent à moi. Ouais. Donc j'ai des collaborateurs, j'ai des secrétaires, j'ai ma femme, Ouais, qui est, tu peux pas te ma femme qui est ma juriste. Mais ils prennent le relais parce que tout le monde a la même façon de travailler, parce que j'ai formé tout le monde au sein de mon cabinet à ma façon de travailler. Ta marque, c'est toi. Et ma marque, c'est moi, mais les clients me veulent moi. Hmm. Donc, j'aime bien rester proche de mes clients. Combien de temps je vais faire ce métier, je ne sais pas, parce que durer à ce rythme, moi j'ai 35 ans, hein. Mais ça, je pourrais pas te le dire, on verra. Hein. Dans 20 ans, on se reverra ici, peut-être. Ouais. Mais oui, à taille humaine, c'est une volonté, ouais. Ça te va. Ouais, c'est une volonté. Quelle est la valeur qui guide le plus ta pratique? Est-ce que ça se situe au niveau de la combativité, de la pédagogie ou de l'écoute? Qu'est-ce qui te ressemble le plus là-dedans, par exemple? Moi, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt un combat. Le combat. Moi, je pars en mission avec mes clients. Ok. Je pars en mission avec mes clients. Alors, il y a des dossiers qui sont faciles, hein, gagnés d'avance. Hein, d'accord? Tout dépendra de l'indemnisation, je veux dire sur le volet juridique. Hein, Ok. mais il y a des dossiers qui ne sont pas gagnés d'avance du tout. Ou tu y vas en te disant toi-même, là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas, j'ai une idée, mais je pars en mission avec mes clients, je leur explique, et mes clients, ils me suivent. Ils me suivent parce qu'ils savent. Comment ça marche pour contracter? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il m'arrive un truc. À partir du moment où je te tape dans la main, je te dis, bah, William, ça y est, tu fais mon conseil. Comment ça marche notre relation après? On se voit beaucoup, on s'appelle, on fait du WhatsApp, j'ai aucune idée comment ça peut marcher. Alors moi, je considère qu'on est en 2025. Ouais. Et en 2025, on n'a pas vraiment besoin de se voir. Ouais. Alors effectivement, moi, je rencontre mes victimes à droite, à gauche. Voilà, tu vois, aujourd'hui, je suis sur Paris. Je profite pour rencontrer des victimes. La semaine prochaine, je serai en Corse. J'en profiterai pour rencontrer des victimes en Corse. Mais chez nous, tout est dématérialisé. Ok. C'est-à-dire qu'on a un accès très facile. Le téléphone, les mails. Alors, j'ai pas envoyé de courrier depuis 2004, hein, je te doute bien. Mais ça, oui, non, mais sauf avec des victimes qui sont des vieilles personnes, qui n'ont pas vraiment le mail, etc., qui en ont besoin, il n'y a pas de souci. Mais je considère aujourd'hui que ce qui est important, c'est de tenir informé le client H24. Ce qui veut dire que moi, je communique énormément par mail et par téléphone. Mais j'ai une façon de faire dans mon cabinet qui est assez particulière. C'est-à-dire que j'informe mes clients de A à Z dans un mail. C'est-à-dire que dans un mail, je leur dis ce que j'ai fait. Ok. Et dans le même mail, je leur dis ce que je vais faire. Super. Donc, ils connaissent toujours la suite du film. Donc, il n'y a aucun moment où ils peuvent me dire, maître, on en est où dans ce dossier? Je ne sais pas. Madame, monsieur, si vous savez lire, et je sais que vous savez lire, tout est rédigé. Tout est expliqué. On a mis longtemps à faire ces process-là. Aujourd'hui, on a des process qui sont assez carrés. Donc, il n'y a pas de difficulté. Quelque part, tu sais, c'est un peu comme les agents immobiliers. Il y a toujours les notions d'honoraires là-dedans. Ouais. Tu sais, quand on parle d'argent, ça fâche tout le monde un petit peu. Mais en fait, on corrige ça en donnant de la visibilité à ce qu'on fait. Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as plus de problème à payer les honoraires, quel que soit le métier d'ailleurs, à partir du moment où tu sais ce qui se passe. Oui. Et je vais même aller plus loin que ça. Moi, je suis réputé à Marseille pour un des avocats les plus chers de Marseille dans ce domaine. D'accord, ok. Mais je le dis à mes victimes. Elles le savent. Ouais, mais tu le vends avec quelque chose dedans. Elles le savent, mais derrière, elles voient le suivi. Voilà. Et ça, pour moi, c'est important. Si tu travaillais au ministère, tu avais une baguette magique là, tout de suite, pour changer quelque chose immédiatement du système d'indemnisation en France, tu fais quoi? Alors, peut-être pas au ministère, mais dans les compagnies d'assurance. Ah, ok. Dans les compagnies d'assurance, je rajouterai des gestionnaires de compagnies d'assurance. Il n'y en a pas assez.
Il n'y en a pas assez. Et comme je te disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de dossiers. Donc, les gestionnaires sont noyés. Donc, les délais s'allongent. Les délais de réponse s'allongent amiables. D'accord ? Normalement, un dossier normal, il doit se terminer entre 12 et 14 mois à compter du fait trop d'infraction. C'est ça après qui est acceptable. Voilà. Aujourd'hui, pour avoir une première réponse d'une compagnie, il te faut 4 à 5 mois. Pour peu que la victime ne vienne pas te voir 2-3 jours après l'accident, elle vient te voir, je sais pas moi, 4-5 mois après l'accident, tu as déjà perdu encore 5 mois supplémentaires alors que tu arrives normalement quasiment à la fin du dossier. Donc nous, on est obligé de saisir le tribunal pour ça. Et là, les clients te disent, mais maître, si vous saisissez le tribunal, si vous allez au judiciaire, les délais vont s'allonger. C'est clair. Ben non. Parce que le tribunal, aujourd'hui, va plus vite que certaines compagnies dans le délai de réponse. Voilà. Donc, on changerait au niveau des assurances. Exactement. On arrive bientôt au terme de cet entretien, ça passe vite, mais on profite, tu es là pour poser plein de questions, notamment une qui nous passionne, nous, ici dans cette émission souvent, c'est le télescopage qui nous est tous arrivé de l'intelligence artificielle. On l'a vu dans les domaines juridiques, notamment chez les juristes. Il y a beaucoup de juristes qui sont très inquiets aujourd'hui parce qu'ils disent « ça va remplacer mon métier, ce truc-là. Les jurisprudences, ça les arrive en claquant des doigts. » Pas que les juristes, les médecins aussi. Mais plein de gens, les traducteurs, ça bouscule beaucoup de codes, ce truc-là. Toi, dans ton métier, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que tu crains? Ou qu'est-ce que tu dis que ça amène? Alors moi, je vais être franc avec toi. Je l'ai essayé l'IA. Je l'ai essayé l'IA sur un petit dossier. D'accord. Tu vas demander une analyse? Je vais demander une analyse, je vais demander de m'expliquer ce qui va se passer dans ce dossier, comme si j'étais moi la victime. D'accord. Et ChatGPT, pour pas le nommer, m'a dit grosso modo 10-15% de ce que je faisais moi. Donc je considère qu'aujourd'hui l'IA, elle n'est pas encore adaptée à notre métier. Elle n'est pas suffisamment verticalisée par rapport à mon métier. D'accord. Je le considère encore moins sur les gros dossiers où on a beaucoup de discussions avec les clients parce qu'on a des cadres de vie qui ne sont pas les mêmes chez les personnes. Voilà. On peut avoir le cadre qui a eu un grave accident, comme on peut avoir le salarié qui a eu un grave accident, comme on peut avoir celui qui vient de monter sa société qui a eu un grave accident. Bien sûr. Là, je te parle du volet professionnel qu'on va faire indemniser. L'IA, elle ne connaît pas tout ça. Tu peux lui donner toutes les données que tu veux. Elle ne pourra pas te faire une analyse de ce dossier-là sur le plan indemnitaire. En tout cas, pas aujourd'hui. Et elle ne remplacera pas le lien que tu as avec… Et elle remplacera encore moins le lien que tu as avec ton client. Encore moins. William Tayeb et son métier en 2035. William Tayeb et son métier en 2035. Tu seras où? Tu feras quoi? Alors en 2035, je serai sûrement encore là, parce que 2035, c'est dans 10 ans et j'en aurai 45. Ouais, ça va. Je ferai quoi? Je ferai toujours de l'indemnisation des victimes parce que c'est quelque chose qui me passionne. D'accord. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, je pars en mission, donc pour moi… Le temps que tu es investi. Voilà, pour moi, ça, c'est mon job. Il ne m'est pas tombé dessus par hasard, je pense. Améliorer peut-être les conditions de régularisation des rémunérations et des indemnisations entre les compagnies qui sont quand même dans un système un peu déséquilibré par rapport aux victimes, ce qui m'embête un peu. Accélérer aussi les délais de procédure au tribunal, mais ça, il faut un peu plus de moyens pour la justice, etc. Mais ça, on n'a pas vraiment la main. Là, oui, c'est au ministère qu'il faut s'adresser. Oui, je pense que je serai toujours là, oui. Et dernière question, si tu… et je pense que tes clients auraient été déçus, mais si tu n'avais jamais été avocat, si tu n'avais jamais embrassé cette carrière, tu aurais été quoi? Eh bien, j'aurais été dentiste. Ah ouais? Ouais, j'aurais été dentiste parce que moi, j'ai un bac scientifique spécialité maths. Ah ouais? Et que mon père est chirurgien dentiste et que beaucoup de membres de ma famille est chirurgien dentiste. Et voilà, et je voulais me spécialiser dans ça et faire ce métier-là. Mais je vais être tout à fait franc avec toi parce qu'on est ici dans un entretien un peu familial. J'étais pas assez mature à l'époque. Ah oui. À l'âge de 18 ans, quand j'ai terminé mon bac, pour m'enfermer dans une première année de médecine et me dire, voilà, si je la rate, etc. C'est très difficile, voilà. Alors que dans le métier d'avocat, le concours, il est à la fin et tu as un peu plus de maturité. Tu as fait déjà 5 ans, 6 ans d'études et tu passes le concours à la fin. C'est plutôt pour moi et plutôt cette voie-là. Voilà. Bon, c'est le voie-là que j'ai. Écoute, William, on a été ravis de passer ce moment avec toi. Merci, Olivier. Tu nous as vraiment ouvert les yeux sur cette profession. C'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose. On voit ça dans les films, on voit ça dans les intros d'émissions, on dit il y a une Américaine qui s'est fait tomber son café, mais en fait on ne sait pas vraiment. Mais on pourra en parler des heures de c'est passionnant et ce métier, mais je reviendrai. Plaisir, tu seras toujours le bienvenu. Merci Olivier. Merci à vous. On va vous mettre autour de cette vidéo toutes les informations si vous voulez aller prendre de l'information sur William et ce qu'il fait, parce que c'est toujours sympa de s'énuquer là-dedans. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien, soyez heureux, parce que le reste, ça suit toujours après. Bye bye.